Ils pensent que c'est une sorte de jeu. Leur complexe de supériorité les aveugle. Ce sont les mots prononcés par le président russe Vladimir Poutine vers la fin de février 2024 lorsqu'il parlait des commentaires alors récents d'Emmanuel Macron, le président de la France. Macron avait affirmé qu'il ne pouvait pas exclure la possibilité que des troupes françaises entrent en Ukraine à un moment donné pendant la guerre, ce qui a suscité la controverse dans toute l'Europe. Beaucoup au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ont d'abord décrié les commentaires de Macron, affirmant qu'il n'y avait aucune possibilité que des forces de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord entrent en Ukraine. Face à une menace, Poutine a réagi comme à son habitude en proférant ses propres menaces. Poutine a déclaré que les nations occidentales, essentiellement l'organisation du traité de l'Atlantique Nord selon lui, doivent comprendre que la Russie possède des armes pouvant frapper des cibles sur leur territoire. Puis il a fait une grande menace qui risque de provoquer un conflit avec l'utilisation d'armes nucléaires et la destruction de la civilisation. C'était proche de la première menace nucléaire de Poutine depuis le début de la guerre. Mais c'était probablement la plus directe contre l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le message de Poutine semblait limpide. Ne franchissez jamais la ligne rouge et ne vous impliquez pas directement, ou le monde entier souffrira des conséquences. La menace s'est retournée contre son auteur. Plutôt que de faire fuir l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, les menaces d'annihilation nucléaire de Poutine ont simplement conduit l'organisation à réaliser qu'elle doit devenir plus organisée. Elle doit être capable de contrer la menace russe, et ce, de telle manière que la Russie sera complètement dépassée. C'est pourquoi l'organisation du traité de l'Atlantique Nord se prépare maintenant, afin d'être prête à déployer jusqu'à 800 000 soldats en Ukraine à tout moment. Ces préparations sont le sujet de la vidéo du jour. Nous allons examiner exactement ce que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord fait pour se préparer à envoyer 800 000 soldats en Ukraine, ainsi que pourquoi elle le fait. Nous répondrons également à une question vitale. Que se passera-t-il probablement si l'organisation du traité de l'Atlantique Nord entre réellement en guerre avec la Russie? Voyons ce que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord fait pour se préparer. Tout a commencé en janvier 2024, et l'organisation de ce qui deviendrait la plus grande série d'exercices que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ait organisée depuis la guerre froide. Ces exercices ont été collectivement appelés Opération Steadfast Defender 2024, et ils ont eu lieu entre le 22 janvier et le 31 mai. Reuters a rapporté les détails, notant que l'opération inclurait environ 90 000 soldats de toutes les nations alliées de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ainsi que 50 navires allant des destroyers aux énormes porte-avions. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord s'entraînerait à déployer sa puissance aérienne, avec 80 avions de combat, drones et hélicoptères y participant. Ajoutez à cela un énorme 1100 véhicules de combat, dont 533 véhicules de combat d'infanterie, et plus de 130 chars. Et vous aviez une opération sans précédent, que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord n'avait pas organisée depuis des décennies. Quel était l'objectif de l'opération Steadfast Defender ? Pour répéter comment les troupes américaines pourraient renforcer les forces de leurs alliés européens, en se déployant aussi rapidement que possible sur le flanc est de l'alliance de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, si jamais une guerre devait éclater avec un adversaire presque égal. Dans le contexte de ces exercices et de leur emplacement, le terme presque égal fait clairement référence à la Russie. Chris Cavoli, haut commandant de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, a détaillé l'opération. Il a dit aux journalistes que l'opération Steadfast Defender se concentrerait principalement sur l'exécution des plans de défense régionaux que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord a élaborés pour faire face à une menace sur son flanc est. Les exercices auraient lieu lors d'un scénario de conflit émergent simulé avec un adversaire presque égal, a-t-il affirmé, avant d'ajouter que l'opération démontrerait la capacité de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord à déployer rapidement des forces en provenance d'Amérique du Nord et d'autres parties de l'Alliance pour renforcer la défense de l'Europe. L'exercice a éclipsé Trident Juncture, qui a eu lieu en 2018 et a impliqué 50 000 participants, le seul exercice de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, plus important dans la mémoire récente, étant réforgé. En 1904-28, vers la fin de la guerre froide, l'événement a impliqué 125 000 personnes. Cavoli a également noté que la deuxième partie de l'opération Steadfast Defender mettrait l'accent sur le déploiement de la force de réaction rapide de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord en Pologne. Cet emplacement est stratégique. La Pologne donne accès aux Balkans proches du nord de l'Ukraine et à la mer Baltique. Elle offre également une voie terrestre directe vers l'Ukraine depuis ses frontières sud-est. D'autres nations impliquées comprennent l'Allemagne, hub central pour les troupes entrantes, ainsi que la Norvège et la Roumanie, situées là-bas à la périphérie de l'alliance de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Pensez à l'opération Steadfast Defender comme un prélude à ce qui pourrait arriver. C'était l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, se tenant directement devant la Russie pour dire qu'elle était prête à déployer rapidement un grand nombre de troupes pour faire face à toute menace qu'elle pourrait poser en Europe. C'était aussi une réponse aux menaces que Poutine avait faites
depuis le début de la guerre en Ukraine. L'opération devait débuter avant les menaces de Poutine en février, en réponse aux propos de Macron. Cependant, il est révélateur que ces menaces n'aient pas amené l'organisation du traité de l'Atlantique Nord à réfléchir pendant le reste de l'opération. Elle a continué jusqu'à la mi-mai malgré tout. Cependant, ce n'était que 90 000 troupes. C'est un nombre que la Russie pourrait potentiellement gérer, surtout étant donné que la Russie se prépare probablement à mettre en œuvre une deuxième vague de mobilisation qui pourrait ajouter 300 000 soldats à ses forces en Ukraine d'ici la fin de 2024. Mais comme nous l'avons dit, l'opération Steadfast Defender n'était qu'un prélude. Les véritables plans de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord sont ambitieux. Ils prévoient de se préparer à déployer jusqu'à 800 000 troupes pour contrer la menace russe. En juillet 2024, Newsweek a rapporté que le journal allemand Der Spiegel prétendait avoir mis la main sur des documents militaires top secrets de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Au sein des pages de ces documents se trouvent des plans pour créer ce que Newsweek appelle une autoroute artérielle à travers l'Europe, impliquant les États-Unis, qui permettrait à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord de déployer des centaines de milliers de troupes contre la Russie si le besoin se présentait jamais. L'Allemagne sera le cœur battant de cette autoroute principale. Selon le rapport, les infrastructures de transport allemandes seront utilisées pour déployer les troupes sur le front de l'Est. Ils offriront un passage direct en Ukraine et permettront à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord de transporter des troupes en Pologne et vers des bases dans des pays comme la Roumanie. L'opération Steadfast Defender a impliqué directement ces pays dans les exercices de mouvement de troupes de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord durant le premier semestre 2024. Le rapport de Newsweek continue à souligner que l'autoroute artérielle ne sera pas seulement le moyen de transport utilisé par jusqu'à 800 000 soldats de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Elle permettra également le transport de systèmes d'armes, ainsi que d'environ 200 000 véhicules blindés et chars. Le plus inquiétant pour Poutine, les plans leur permettraient de déplacer tous ces soldats et leur équipement vers le front de l'Est en 3 à 6 mois. Deux aspects de l'infrastructure logistique de l'Allemagne rendront ces plans possibles. Ses ports sur la mer du Nord et l'autoroute A2. En commençant par les ports, le Centre d'études orientales dit que l'Allemagne maintient 19 ports maritimes qui s'ouvrent sur la mer du Nord. Pour contexte, c'est une étendue d'eau à laquelle la Russie n'a pas facilement accès. Pour rejoindre la mer du Nord, la Russie devrait traverser la mer Baltique, s'exposant à un bombardement de l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède, tous alliés de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, où elle devrait aller vers le nord, puis faire demi-tour via la mer de Norvège, en tentant de contourner la Norvège, un autre allié de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, avant d'entrer dans une mer bordée par le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Hollande et le Danemark. En résumé, la Russie peine à contrôler la mer du Nord. Pour revenir aux ports maritimes de l'Allemagne, ils varient en taille, pour inclure d'énormes moyeux internationaux, tels que ceux de Hambourg et Rostock, et des ports régionaux, y compris Wismar et Nordenham. Tous joueraient un rôle crucial dans le déploiement de 800 000 troupes sur le front de l'Est. Les ports accueilleraient des troupes européennes et seraient le point d'entrée principal pour les soldats américains, qui seraient ensuite déployés via les voies terrestres. L'Amérique enverrait ses troupes via l'océan Atlantique Nord, arrivant en mer du Nord et en Allemagne. En ajoutant des navires pour transporter des troupes dans la mer Baltique vers les États baltes, la Pologne et l'Allemagne, une puissante infrastructure maritime serait en place. Ensuite, il y a l'autoroute A2, aussi appelée Bundesautobahn 2. Débutant à Oberhausen dans l'ouest de l'Allemagne, cette autoroute parcourt environ 300 miles jusqu'à la périphérie de Berlin, à l'est du pays. Crucialement, elle se termine près de la frontière allemande, permettant d'envoyer des soldats en Pologne, puis potentiellement vers les États baltes, pour renforcer le front de l'Est. Mais il y a un problème avec l'autoroute A2. L'itinéraire comprend 230 ponts, qui seraient tous des cibles évidentes pour la Russie, dans ses efforts pour empêcher l'organisation du traité de l'Atlantique Nord de se mobiliser. Détruire quelques-uns de ces ponts, sans rendre l'A2 inutilisable, obligerait les centaines de milliers de troupes, qui l'empruntent à utiliser d'autres itinéraires, retardant leur déploiement. Les plans de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord prévoient des mesures d'urgence pour une telle situation. Des bases doivent être bâties le long de l'autoroute pour héberger et approvisionner les milliers de soldats qui l'emprunteront. Ces petites bases seront si fréquentes que tout transport utilisant l'A2 aura la possibilité de s'arrêter tous les 1000 à 1640 pieds pour se ravitailler et se reposer. Pour donner une idée, l'A2 parcourt 300 miles, soit environ 5280 pieds par mile. Cela signifierait environ 5 endroits pour se ravitailler tous les miles, ce qui représente un stupéfiant total de 1500 points de ravitaillement
intégrée dans l'itinéraire terrestre principal que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord utilisera pour transporter ses 800 000 troupes. Certes, cela ne règle pas forcément le problème du ciblage des ponts. Un porte-parole du commandement de la défense de la patrie de la Bundeswehr l'a souligné en évoquant les plans divulgués peu après leur publication. La planification considère non seulement une autoroute comme axe de mouvement à travers l'Allemagne, mais aussi de nombreuses autoroutes et routes fédérales, selon le porte-parole. En bref, l'A2 n'est qu'un exemple parmi plusieurs autoroutes que l'Allemagne va renforcer avec de nombreux points d'approvisionnement pour permettre le transport des troupes de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il y a d'autres mesures de contingence en place. Un mois avant la fuite des documents de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, le journal britannique The Express a révélé que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord est en train de créer 5 autoroutes majeures qui traversent toute l'Europe. Encore une fois, l'Allemagne sera le centre névralgique. 5 ports de la mer du Nord accueilleront des centaines de milliers de soldats des États-Unis et d'Europe. Cependant, d'autres itinéraires seront proposés. Des troupes américaines débarqueraient aux Pays-Bas, puis seraient transportées par train en Allemagne, avant d'atteindre la Pologne de la même manière. Des ports de secours seront également établis en Italie, en Grèce et en Turquie, avec des discussions en cours pour un 5e port en Norvège. 5 autres options que l'Allemagne pour débarquer des troupes. Les migrants arrivant en Italie pourraient aussi prendre le train vers l'Allemagne, avant de poursuivre leur voyage. La Grèce et la Turquie permettraient à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord d'approcher la Russie par la Méditerranée et d'acheminer des troupes par voie terrestre en Bulgarie et en Roumanie. Quant à un port norvégien, il offrirait une route facile vers les pays baltes via la Suède et la Finlande, ainsi qu'un passage potentiel vers la mer Baltique. De manière cruciale, ces couloirs ne seraient pas restreints par les réglementations locales. Tous permettraient le transport libre pour les soldats de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, le fret et l'équipement sans aucun besoin d'arrêt aux frontières. Newsweek a fourni plus de détails sur ces couloirs terrestres, dans un rapport de juin 2024. Il a noté que les plans pour ces couloirs terrestres sont en préparation depuis des décennies. L'Italie sera reliée à la Slovénie, la Croatie et la Hongrie, avec des projets pour ouvrir aussi le port de Rotterdam à l'usage de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'Allemagne, mettant l'accent sur les autoroutes et jouant un rôle clé pour les troupes arrivant par la mer du Nord, crée un réseau logistique complexe. 6 pays, dont la Norvège, serviront de point d'atterrissage pour les troupes des États-Unis et du reste de l'Europe. Chacun fournira différents passages vers le front de l'Est, créant une contingence après l'autre. Si la Russie détruit des ponts sur l'autoroute A2, elle devra toujours affronter des troupes arrivant d'Italie, de Hollande, de Grèce, de Turquie et d'autres pays. L'idée est simple, créer tellement de points d'entrée que la Russie ne peut pas empêcher le déploiement massif de troupes. Cela soulève une autre question. Pourquoi l'organisation du traité de l'Atlantique Nord travaille-t-elle si dur pour créer et renforcer ce réseau logistique? Après tout, il y a déjà une forte présence américaine. L'armée américaine a déjà des centaines de milliers de personnes stationnées à travers l'Europe pour aider à défendre les États continentaux, répondre rapidement en cas de crise et gérer les tâches de formation. La marine américaine a sa 6e flotte en Italie et la 2e flotte ressuscitée dans l'Atlantique Nord. Ajoutez à cela le renforcement de l'empreinte américaine en Europe entre février 2022, le mois de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et aujourd'hui avec l'ajout de 20 000 autres troupes et vous avez déjà une présence substantielle. Le problème est double, cette présence peut être insuffisante et les pays européens doivent encore fournir des moyens pour mobiliser correctement ces troupes en plus des leurs. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord prépare ses couloirs terrestres et options de transport de troupes en Europe principalement pour des raisons logistiques. Avoir des troupes sur le continent européen n'est pas la même chose que de les avoir sur le front de l'Est. Chaque jour perdu à cause de systèmes logistiques médiocres est un jour qui donne à la Russie une autre chance d'avancer ou de frapper les systèmes en place. Et cela nous amène à la 2e raison de la création de ce vaste réseau. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord pense qu'elle doit se préparer à une guerre plus large avec la Russie. C'est selon Jan Kalberg, qui est un chercheur principal au Centre d'analyse de la politique européenne. Il dit que chaque route allant vers l'Est est une route potentielle pour les forces américaines et européennes. Les plans mis en place étant en partie conçus pour mettre la pression sur les alliés continentaux de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Leur inclusion dans ces plans les oblige à assurer l'entretien des routes, des ponts, des ports et des voies ferrées que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord compte utiliser. Pensez-y comme à une éventualité. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord espère ne jamais utiliser ces routes, mais doit s'assurer qu'elles sont opérationnelles si nécessaire. Quant à la croyance que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord doit se préparer, cela est évident depuis un certain temps. Jusqu'à récemment,
La plupart des membres de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord n'atteignaient pas l'objectif de dépense de 2% du produit intérieur brut recommandé par l'organisation. Force News souligne à quel point de nombreux membres de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord sont devenus complaisants. En 2014, la même année que la Russie a annexé la Crimée, seuls 3 membres de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ont atteint ou dépassé l'objectif de 2%. Ce chiffre est passé à 5 en 2015 et 16, mais est retombé à 4 en 2017. Entre 2017 et 2023, la seule fois où le nombre de nations atteignant l'objectif a atteint 2 chiffres était en 2023, lorsque 10 nations ont réussi à dépenser 2% ou plus. Gardez à l'esprit que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord compte maintenant 32 membres, ce qui signifie qu'il y a eu plusieurs années où seulement environ 10% de ses membres respectaient les recommandations de dépenses. Les chiffres de 2024 représentent un revirement massif. 23 des membres de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ont augmenté leur budget militaire, au point où ils atteindront ou dépasseront la recommandation de 2%. C'est une énorme nouvelle, car elle démontre que les membres continentaux de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord font un effort concerté pour se préparer militairement à la perspective d'une guerre avec la Russie. La rhétorique émanant de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord a également changé au cours de la guerre en Ukraine. Initialement, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord était très prudente quant à l'idée que l'invasion russe signifiait que Poutine avait peut-être de plus grands projets pour le reste de l'Europe. C'est pourquoi tant de nations européennes ont été si lentes à franchir les lignes rouges, qui sont des actions qui pourraient provoquer la Russie à fournir des armes, et l'autorisation pour l'Ukraine d'utiliser ces armes en Russie. La rhétorique a évolué pendant la guerre. Cela est peut-être mieux illustré par Rob Bauer, un amiral néerlandais qui est aussi le chef du comité militaire de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il a affirmé que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord préparait quelque chose d'important. S'exprimant à Bruxelles en janvier 2024, Bauer a dit « Nous devons réaliser que ce n'est pas une évidence que nous sommes en paix, et c'est pourquoi nous, en faisant référence à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, nous préparons à un conflit avec la Russie. » Bien que n'engageant pas à envoyer des troupes en Ukraine, les déclarations de Bauer signalèrent clairement à Poutine que nous nous préparons à le combattre. Cela nous ramène aux préparatifs logistiques en cours à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Dire que vous vous préparez à la guerre est une chose, c'est une autre de démontrer ce fait. L'une des raisons pour lesquelles l'Europe fait des préparations si approfondies pour pouvoir transporter 800 000 soldats sur le front de l'Est, c'est qu'elle veut montrer à la Russie qu'elle prend les menaces de Poutine au sérieux. C'est bien loin de la complaisance qui a saisi l'Europe pendant si longtemps. L'augmentation des dépenses militaires, le changement de rhétorique des dirigeants de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'opération Steadfast Defender 2024, le plus grand exercice militaire entrepris par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord depuis la guerre froide, et bien sûr les plans divulgués pour le transport des troupes à travers l'Europe. Tous sont des signaux à Poutine que l'Europe se prépare à un combat, et surtout qu'elle fait ce qu'elle doit faire pour garantir que les États-Unis peuvent la soutenir correctement dans ce combat. C'est une représentation classique de l'adage « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». En parlant de complaisance, nous arrivons à la 3e raison pour laquelle l'organisation du traité de l'Atlantique Nord crée son nouveau réseau logistique. Ces plans de réponse rapide antérieurs n'étaient pas suffisamment robustes pour contrer la menace russe. Nous pouvons le voir à partir de la documentation officielle de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord relative à son plan d'action de préparation en juillet 2016. Juste 2 ans après l'annexion de la Crimée, il était clair que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ne prenait pas la menace russe aussi au sérieux qu'elle le devrait. Ce plan révèle que la force de réponse de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ne comptait que 40 000 soldats. Cela représentait plus du triple des 13 000 qu'elle avait en 2014, mais ce nombre montre que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord n'était pas prête à réagir rapidement à une attaque russe si elle se produisait. Le plan d'action de préparation de 2016 a souligné une force de réponse de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, en croissance, mais encore insuffisante pour affronter la Russie. Il a aussi donné peu de détails sur la logistique nécessaire à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord pour déployer ses troupes aux bons endroits. En résumé, c'était insuffisant. L'armée russe compte 1,32 million de soldats actifs et 2 millions de réservistes supplémentaires. C'est un pays qui a déjà perdu plus de 580 000 soldats en Ukraine, selon le ministère des Finances de l'Ukraine, et a subi plus de 70 000 pertes en seulement 2 mois dans la guerre en Ukraine, entre mai et juin 2024. Ces chiffres indiquent que la Russie peut envoyer des centaines de milliers de soldats dans des guerres auxquelles l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ne pourrait répondre qu'avec 40 000 troupes au plus tôt en 2024. D'où le besoin de ces nouveaux réseaux logistiques. Désormais en place, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord montre à la Russie qu'elle ne fera pas face à la version complaisante de l'organisation d'il y a 10 ans.
Poutine ne peut pas faire les mêmes menaces, car l'organisation du traité de l'Atlantique Nord a la capacité de déployer 800 000 soldats en 3 à 6 mois, et, crucialement, chaque pays de l'Alliance travaille ensemble pour s'assurer que ces plans sont réellement réalisables si le moment vient. En somme, c'est un message clair pour Poutine. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord est prête à se battre. Enfin, la 4e raison pour laquelle l'organisation du traité de l'Atlantique Nord investit tant dans ses plans pour une autoroute artérielle à travers l'Europe. Elle sait que la Russie peut atteindre quasiment n'importe quelle cible en Europe continentale avec ses missiles balistiques. Ces cibles incluent des ponts, comme ceux présents sur l'autoroute A2, et des ports. En 2021, la Russie dispose de 7 missiles opérationnels capables de parcourir au moins 5000 miles. Cela inclut le Bulava et le Shtil, lancés par sous-marin, qui peuvent parcourir respectivement 5157 et 6835 miles. Les 5 autres missiles sont tous des missiles balistiques intercontinentaux, commençant par l'UR-100, capable de parcourir 6213 miles, et se terminant par le R-36, surnommé le Satan, par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui a une portée de 9941 miles. C'est sans mentionner les nombreux missiles que la Russie possède avec des portées de plusieurs milliers de miles, qui ne font pas partie de ce top 7. La distance entre Moscou et Paris n'est que de 1764 miles. La distance jusqu'à Berlin est encore plus courte, à 999 miles. En d'autres termes, Poutine avait raison lorsqu'il déclarait que la Russie possède des missiles capables d'atteindre des cibles dans les grandes villes européennes, du moins en termes de portée. D'où l'importance de l'autoroute artérielle. Si l'organisation du traité de l'Atlantique Nord veut transporter efficacement 800 000 troupes, elle doit avoir des plans de secours disponibles pour chaque fois que la Russie décide d'utiliser ses missiles. L'autoroute artérielle offre maintenant une deuxième voie de secours à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cela nous mène à la dernière question de cette vidéo. Que se passe-t-il si l'organisation du traité de l'Atlantique Nord entre en guerre avec la Russie ? L'autoroute artérielle permettra à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord de transporter rapidement des centaines de milliers de troupes vers chaque lieu stratégique, clé à travers l'Europe qu'elle pourrait avoir besoin de fortifier. Ces voies en Pologne lui ouvrent les Balkans, avec la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie pouvant servir de ligne de front dans la guerre terrestre. L'ouverture des ports en Norvège implique ce pays, la Suède et la Finlande dans la guerre, permettant à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord de potentiellement contrôler la mer Baltique. Et avec l'ouverture des ports méditerranéens, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord couvrira tous les fronts potentiels. Même la Turquie pourrait jouer un rôle clé ici. L'ouverture des détroits turcs aux navires de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord permettrait à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord de prendre rapidement le contrôle de la mer Noire, créant des voies d'accès en Crimée, ainsi qu'un autre point d'entrée en Ukraine. En parlant de l'Ukraine, il convient de noter que c'est l'une des rares nations européennes continentales qui n'est pas membre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ainsi, la Russie aurait non seulement à faire face à 800 000 soldats de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, mais ces soldats seraient rejoints par les 900 000 militaires actifs que l'Ukraine offre. Cela crée une force de combat de 1,7 million de personnes en quelques mois en cas de guerre entre la Russie et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, soit environ 400 000 personnes de plus que ce que la Russie a dans son armée active. Certes, la Russie pourra utiliser la conscription et ses efforts de mobilisation pour compléter ces chiffres, mais elle devra toujours faire face à une organisation du traité de l'Atlantique Nord et une Ukraine combinée qui dispose d'1,7 million de soldats bien formés, qui affronteraient une armée contenant un nombre croissant de réservistes âgés et de conscrits mal formés, qui se précipitent sur les lignes de front. Dans un conflit conventionnel, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord devrait dominer la Russie, au moins en Ukraine. Avec l'aide des forces ukrainiennes, elle repousserait aisément les fortifications russes et établirait un nouveau front d'où elle pourrait, si nécessaire, attaquer la Russie sur son territoire. Ajoutez à cela que 800 000 soldats de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ne seraient que le point de départ. En mars 2024, les membres de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord combinés disposaient de 3 042 000 militaires actifs, fournissant une source abondante de main-d'œuvre pour lutter contre la Russie, qui a déjà du mal avec les problèmes de formation et de conscription. Une guerre conventionnelle, appuyée par l'Arterial Highway, devrait favoriser l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cependant, il y a quelques complications à prendre en compte. La première complication est que la Russie a des alliés. En juin 2024, elle a signé un pacte de défense avec la Corée du Nord, stipulant qu'ils s'aideront mutuellement en cas d'attaque sur leur territoire.
La Corée du Nord dispose d'une armée d'1,32 million de militaires actifs probablement moins bien formés que leurs équivalents de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. La Russie ferait face à des défis logistiques pour acheminer les Nord-Coréens au front. Problème que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord gère déjà avec ses plans d'autoroutes artérielles. L'Iran et la Chine pourraient aussi jouer un rôle. Cependant, l'Iran fait face à ses propres difficultés avec la menace grandissante d'une guerre contre Israël. Concernant la Chine, il est aussi probable que Pékin décide de ne pas s'impliquer dans la guerre pour se concentrer sur l'Indo-Pacifique, que de rejoindre la Russie dans un conflit en Europe. Après tout, un conflit organisation du traité de l'Atlantique Nord, Russie, les affaiblirait mutuellement, ce qui profiterait uniquement à la Chine. Le point est que les alliés de la Russie ne sont pas aussi organisés que les 32 pays de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Là où l'organisation du traité de l'Atlantique Nord peut amener 800 000 soldats au combat en 3 à 6 mois, il faudrait beaucoup plus de temps à la Russie pour convaincre ses alliés d'envoyer des renforts, en supposant qu'elle puisse les convaincre du tout. Il ne reste plus qu'à considérer la guerre non conventionnelle. Autrement dit, même la capacité de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord à déployer rapidement 800 000 soldats en Europe ne compense pas la menace nucléaire russe. Dans le désespoir, il est possible que Poutine décide de se tourner vers sa politique d'utilisation du chantage nucléaire pour contrôler la situation en Europe, lorsqu'il est confronté à la perspective d'une guerre contre une organisation du traité de l'Atlantique Nord revigorée et organisée. Il a la puissance de feu pour le faire. Comme le souligne l'Association pour le contrôle des armements, la Russie dispose de 5580 armes nucléaires, dont 1549 sont des têtes nucléaires stratégiques, qui sont déjà ciblées sur des lieux clés en Europe et aux États-Unis. Comme mentionné, elle possède de nombreux missiles pouvant atteindre ces endroits. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord a également des contre-mesures à cette menace. La France et le Royaume-Uni possèdent des arsenaux nucléaires basés en Europe, totalisant 515 ogives, dont beaucoup sont probablement ciblés sur la Russie. Et bien sûr, les États-Unis ont 5244 armes nucléaires, dont 1419 sont des ogives tactiques. Si Poutine choisissait l'arme nucléaire, ses prédictions d'une dévastation mondiale se réaliseraient en sans doute. Reste à voir s'il est prêt à aller aussi loin. Pour l'instant, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord a prévu de transporter 800 000 soldats à travers l'Europe. Que pensez-vous de ces plans? Et croyez-vous qu'ils aideraient à faire de la organisation du traité de l'Atlantique Nord le vainqueur évident dans une guerre conventionnelle avec la Russie à l'avenir? Donnez votre avis dans les commentaires et merci d'avoir regardé la vidéo. Découvrez maintenant pourquoi la plus grande mobilisation de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord effraie la Russie, ou regardez plutôt cette autre vidéo.